Pour le Zoom du jour, j'ai le plaisir de recevoir Jean Gabard. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous avez été enseignant et vous êtes maintenant essentiellement conférencier, notamment sur l'éducation des enfants, mais également sur le féminisme. Et vous êtes également auteur de cet ouvrage, Le néo-féminisme contre la famille, paru aux éditions de Paris Max Chaleil. Et vous étiez déjà venu chez nous pour nous présenter Materner ou éduquer, deux ouvrages qui sont disponibles sur la boutique officielle de TVL. Jean Gabard, selon vous, le féminisme est une réaction au patriarcat qui a dominé notamment en France pendant des années. Mais est-ce qu'un mouvement qui prend racine dans une opposition peut être un mouvement constructif ? Oui, je pense que ça peut être constructif, mais à condition, bien sûr, comme je dis, de ne pas dériver. Et oui, exactement. Alors, évidemment, vous différenciez, vous, dans votre ouvrage, le féminisme et le néo-féminisme. On va en parler. Quelle différence faites-vous entre ces deux mouvements ? Pour être simple, je dirais qu'il y a un féminisme qui se bat pour l'égalité en dignité et en droit, et c'est un féminisme que je défends, et depuis plus de 50 ans. Et il y a un féminisme de plus en plus qui se bat non seulement pour l'égalité en dignité et en droit, mais qui se bat pour l'égalité totale. Et qui, pour moi, est impossible. Et qui entraîne des conséquences assez graves. C'est pas une nouvelle vague du féminisme comme une autre, finalement, parce qu'il y a eu des évolutions dans les revendications des femmes. Oui, bien sûr, il y a différentes branches du féminisme. Il n'y a pas qu'un féminisme. Mais disons qu'il y a des points communs quand même dans le féminisme à l'origine et des points communs aussi dans ces féminismes qui dérivent. Alors vous dites dans votre ouvrage que finalement l'homme domine la femme à partir du moment où il perd de vue le côté sacré de la femme et que c'est là que la phallocratie s'installe. Mais est-ce que sans sacré, il peut y avoir de l'harmonie ? Et finalement, est-ce que la perte du sacré de la femme, c'est pas le début de ce déséquilibre dans l'humanité entre les hommes et les femmes ? Je ne crois pas qu'il y ait une perte du sacré de la femme. La femme est toujours divinisée de façon inconsciente, alors que bien sûr, si on regarde avant le néolithique, la femme était considérée comme une déesse parce que les hommes ne connaissaient pas tout de l'évolution. Pourquoi est-ce que la femme est une déesse au néolithique ? Elle est une déesse au néolithique comme elle est une déesse pour un petit enfant maintenant. Parce que au néolithique, les hommes voyaient bien qu'il y avait une différence entre l'homme et la femme, et surtout que c'était les femmes qui mettaient les enfants au monde. Mais à cette époque, ils ne faisaient pas encore le lien entre l'acte sexuel et la naissance. Et donc la naissance leur apparaissait comme quelque chose de totalement magique. Et la personne, bien sûr, qui était capable de ce miracle, était considérée comme divin, miraculeux, magique, quoi. Oui, bien sûr, et qui portait la génération future, par ailleurs. Et les petits-enfants, actuellement, sont un peu dans les mêmes conditions, c'est-à-dire ils ont vécu quelque chose qui est considéré comme paradisiaque dans le ventre de leur mère. Paradisiaque, je dis bien, ils le considèrent paradisiaque après, parce que quand ils sont dans le ventre de la maman, ils ne savent pas si c'est paradisiaque, ils n'ont aucune comparaison à faire. Bien sûr, bien sûr. Encore que, on pourrait considérer que c'est le vrai service 4 étoiles grand luxe. Oui, mais ils ne peuvent pas faire la différence, donc ils ne peuvent pas le qualifier à ce moment-là de paradisiaque. C'est après, quand ils se rendent compte de la différence et de la vie telle qu'elle est, qu'ils connotent ce qu'ils ont vécu avant de paradisiaque. Ça va d'ailleurs même un peu plus loin, on va en revenir là-dessus sur l'éducation des enfants à notre époque, mais ça va un peu plus loin. Vous insistez beaucoup sur le rôle de la religion aussi entre les hommes et les femmes, quel rôle elle a eu sur ce rapport homme-femme. Est-ce que la religion est un cadre nécessaire, selon vous, à l'équilibre, à l'harmonie dans les foyers ? La religion a été, en tout cas, un cadre nécessaire. Pour l'humain qui était dans l'enfance, il fallait lui faire comprendre certaines choses, et comme il n'était pas capable de tout comprendre, il y avait des choses qu'il fallait imaginer. C'est un peu comme maintenant avec les petits-enfants, on leur fait croire au Père Noël, et c'est nécessaire, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre tout, ils ne comprendraient pas pourquoi tout d'un coup on leur fait des cadeaux comme ça. Bien sûr. Donc l'humain dans l'enfance a besoin de religion, a besoin de croire en quelque chose qui leur montre un chemin.
Il y a quelque chose de très intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous insistez sur le rôle de la religion catholique dans le mariage entre les hommes et les femmes, et qui donne finalement la première place égale entre un homme et une femme qui s'engagent librement tous deux dans le mariage. Et ça, c'est intéressant de voir le rôle de cette religion finalement. C'est sûr que la religion catholique, notamment au Moyen-Âge, a apporté une avancée pour les femmes au niveau du mariage par rapport à ce qu'il y avait avant. Oui, parce qu'auparavant, elles ne choisissaient pas leur mari, elles s'engageaient pas librement. Non, elles ne choisissaient pas, et puis elles n'avaient pratiquement aucun droit. C'était sous la gouvernance du père. Avec la religion catholique, elles acquièrent un certain droit. Avec mai 68, vous faites le constat que l'homme se débarrasse du carcan familial bourgeois, j'allais dire classique du moins. La femme, elle, avec la pilule, se débarrasse de la maternité. Est-ce que c'est réellement le début de jouir sans entrave, comme mai 68 le promettait alors ? Mai 68 a été appelée la révolte contre le père, mais c'est une révolte qui n'est pas nouvelle. Pour moi, la révolte contre le père et contre le patriarcat a commencé au XVe siècle. À partir du moment où les humains refusent de considérer les autorités comme d'origine divine. À partir du moment où ces autorités ne sont plus d'origine divine, eh bien, on considère bien sûr qu'elles peuvent être critiquées. Et mai 68, c'est l'aboutissement un peu de cette progression. Au XVe siècle, c'était l'humanisme. Après, ça a été le siècle des Lumières, après la Révolution, et ainsi de suite. On arrive à mai 68, qui est un petit peu l'aboutissement de cette révolte contre le patriarcat. Justement, on considère aussi que toute la tête du père de famille a été coupée en même temps que celle du roi. Oui. Pourquoi est-ce que cela a été considéré de la sorte ? Parce qu'à partir du moment où on se met à contester l'autorité du père, il perd de sa légitimité, on le critique. Alors qu'avant, justement, dans une humanité qui était dans l'enfance, on ne pouvait pas critiquer le père. Et c'était Dieu, le père, les enfants. Donc à partir du moment où on coupe les têtes, c'est que, oui. c'est que quelque chose s'est passé. À partir du passé. moment où on peut le critiquer, c'est-à-dire on peut remettre en cause toute idée. Et c'est ce que fait d'ailleurs cette vision du monde féministe qui pour moi apparaît au XVe siècle, c'est-à-dire à partir du XVe siècle, on remet en cause tout ce que le patriarcat a mis en place. Et on arrive à 68 et à aujourd'hui. Et à aujourd'hui, en effet, on va y revenir. Selon vous, le féminisme, c'est la féminisation de la société. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Féminisation de la société, parce que comme on a tout remis en cause, on a remis en cause aussi les valeurs. Toutes les valeurs qui avant étaient masculines, qui soutenaient l'autorité des hommes, a changé, a été bouleversée, et comme toujours quand on est en réaction, on fait l'inverse. Et on constate qu'actuellement, les valeurs qui sont dominantes, ce sont les valeurs qui étaient dites féminines avant, et qui étaient dégradées, qui étaient... bien entendu. Alors, justement, comment est-ce qu'on fait pour retrouver un peu de masculin dans cette société qui est ultra féminisée aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des pistes, vous, de votre côté ? Des pistes pour retrouver un équilibre. Je crois qu'il faut remettre en cause l'idéologie qui nous fait croire actuellement que, notamment, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, et que s'il y a différence, elle vient uniquement de la construction sociale. Je trouve assez bizarre d'ailleurs de devoir en parler aujourd'hui et que ça paraît encore extraordinaire alors qu'on sait depuis 30 ans qu'il y a déjà des différences au niveau biologique et que les différences biologiques entraînent des différences de comportement. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça a déjà plus de 30 ans. Mais c'est presque réactionnaire ce que vous dites aujourd'hui avec la dissolution des identités qu'on voit aujourd'hui, avec l'avènement du genre. Je me considère absolument pas comme réactionnaire, au contraire, je crois que je suis peut-être plutôt en avance et que certains sont conservateurs, c'est-à-dire qu'ils veulent rester dans l'adolescence, parce que je pense qu'après l'enfance qui a duré jusqu'au XVe siècle de l'humanité, on est passé dans l'adolescence et qu'actuellement on est en pleine crise d'adolescence et que certains persistent pour rester dans cette crise d'adolescence, alors qu'il me semble que tout nous invite, après l'adolescence, à essayer de devenir adulte. Effectivement, ce n'est pas simple de devenir adulte, mais
Il me semble pourtant que c'est le projet que l'on devrait avoir. Est-ce que vous dites que l'humanité est restée très adolescente finalement, mais est-ce que l'humanité a connu un instant où l'équilibre virilité et féminité était le bon, était du moins équivalent? Non, je ne crois pas qu'on ait connu cet équilibre avant, puisque avec la société patriarcale, on avait une infériorisation de la femme, parce que, encore une fois, on refusait la différence des sexes, et une façon de refuser cette différence des sexes, c'était de l'inférioriser. Inférioriser un sexe différent, ça veut dire qu'on ne considère pas comme normal la différence. Et on est passé dans l'excès inverse maintenant. Avant, alors que c'était les hommes qui infériorisaient la femme, maintenant c'est une tendance à ce que ce soit les femmes qui ne considèrent pas la différence de l'homme normale. On ne dit plus maintenant que l'homme est inférieur, bien sûr, ça serait politiquement incorrect, mais par contre, on dit qu'il est malade, qu'il est en retard. Et ce sont les femmes maintenant qui demandent à l'homme de se comporter comme des femmes. Alors que pendant des millénaires, les hommes ont demandé aux femmes de se comporter comme des hommes si elles ne voulaient pas être considérées inférieures. Oui. Il y a une citation dans votre ouvrage qui m'a particulièrement marquée. C'est Simone de Beauvoir qui admet dans Le Deuxième Sexe que la dévaluation de la femme représente une étape nécessaire dans l'histoire de l'humanité. Et vous, à l'instar de Simone de Beauvoir, vous estimez que le féminisme est une bonne chose, mais qu'il faudrait y apposer des limites. Parce que je vous cite à nouveau, et là vous citez Montaigne cette fois-ci, « Cet extrémisme a des effets délétères, car ainsi que le rappelle Montaigne, il est ordinaire de voir les bonnes intentions, si elles sont conduites sans modération, pousser les hommes à des effets très vicieux. » Est-ce que c'est pas paternaliste de vouloir remettre des limites au féminisme, ou du moins au féminisme d'aujourd'hui? Mettre des limites n'est pas une question de paternel ou de maternel. C'est une question de respect de la vie, tout simplement. Donc, mettre des limites, pendant des siècles, effectivement, c'était les hommes qui mettaient des limites et c'était les hommes qui dominaient les femmes. Maintenant, on a supprimé les limites et on a supprimé cette domination. Et les limites telles qu'elles étaient posées, il était nécessaire de revenir dessus parce qu'elles étaient mal posées. Mais le problème où je dis qu'il y a dérive, c'est parce que les règles étaient mal posées, on a supprimé les règles, ou on a fait en sorte que ces règles ne puissent pas être respectées. D'accord. Et c'est intéressant ce que vous dites sur les limites, finalement, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'éducation positive, quand on est face à un petit enfant, et on essaye de lui mettre le moins de contraintes possible et d'essayer de le comprendre. Est-ce que ça ne se rapproche pas finalement un petit peu de ce féminisme et de cette féminisation de l'éducation de l'enfant aussi? C'est-à-dire qu'on est en réaction contre le patriarcat, donc on est en réaction contre l'autorité de l'homme. Et comme l'homme posait des limites, on est aussi en réaction contre ces limites. Il faudrait faire autrement pour l'éducation des enfants, selon vous? De toute façon, dans l'éducation d'un enfant, les limites sont absolument nécessaires. Il en a besoin, l'enfant. Il en a besoin pour se structurer, pour trouver des repères. Alors que maintenant, non seulement pas mal de personnes, je ne dirais pas qu'on est encore dans « il est interdit d'interdire », mais beaucoup encore se posent des questions. Est-ce que c'est bien de poser des limites? Comment faut-il les poser? Tout ça. Alors qu'il y a des limites qui sont nécessaires. Bien évidemment, il faut changer de façon de les poser, ces limites. On ne peut pas les poser comme avant. Ce n'est plus acceptable maintenant de poser des limites avec un autoritarisme. Je distingue l'autoritarisme et l'autorité. Bien sûr, oui. Il y a des noms qui sont nécessaires, mais des punitions peut-être à mettre de côté. Oui, les punitions, je dis bien les punitions, pas les sanctions. Bien sûr, entendu. Alors si je vous suis, bien sûr, c'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage, « Le néo-féminisme contre la famille ». Ce néo-féminisme, il s'intéresse effectivement de très près à l'enfant. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal aussi de voir cet intérêt concentré sur l'enfant dans une société qu'en fait plus les enfants? Mais c'est justement parce qu'il y en a de moins en moins qu'on les considère de plus en plus comme des rois. Oui, c'est bien possible. Ça, c'est certain. Et encore une fois, ça correspond à la féminité. Donc on est dans la glorification de la féminité avec l'enfant qui est le prolongement de la femme. Oui, mais normalement, la féminité très exacerbée, ce serait aussi une tripotée d'enfants autour d'une femme qui serait plus maternelle. Là, aujourd'hui, on est
Une femme qui a un projet d'enfant, est-ce que c'est différent, non? Oui, c'est différent. C'est l'époque qui veut ça, peut-être aussi. Ce féminisme qui dérive amène aussi un individualisme et une recherche d'un bien-être qui est fait pour compenser l'absence de projet, l'absence de sens. Donc on recherche de plus en plus de bien-être, et donc pour le bien-être et pour les plaisirs, pour avoir un maximum de plaisir, il est maintenant nécessaire d'avoir le moins d'enfants possible. Alors finalement, ce bien-être, avec ces enfants projets, ça donne des enfants rois, des enfants assez peu autonomes. Vous leur accordez toute une part dans cet ouvrage à la fin. Est-ce qu'on a ce qu'on mérite simplement, ou est-ce qu'il est possible de redresser la barre encore aujourd'hui? Et je m'intéresse moi aussi aux enfants parce que ce sont les générations qui vont nous suivre. Si on a des enfants rois, c'est qu'on a des enfants à qui on n'a pas posé de limites. Ce sont des enfants qui sont restés dans la toute-puissance. Sortir de la toute-puissance, il me semble que c'est la base de l'éducation. Éduquer un enfant, c'est faire en sorte qu'il sorte de cette toute-puissance, qu'il accepte les limites et qu'il essaye de faire avec. Il y a des limites, bien sûr, qui sont inacceptables, mais il y en a d'autres qui sont là parce qu'elles sont là, tout simplement. Quel doit être le rôle du père dans cette éducation? Parce qu'aujourd'hui, on a bien compris, on est dans une société qui serait trop féminine, si on vous suit. Donc, quel rôle la masculinité doit avoir dans l'éducation d'un enfant? Eh bien, déjà, il faut reconnaître qu'il y a une différence entre l'homme et la femme, et donc entre le père et la mère. Et que il y a différence, il ne doit pas y avoir domination de l'un sur l'autre. Bien évidemment, il n'est pas question de revenir à une domination, mais que les deux sont nécessaires, parce que pour poser les limites, les fonctions symboliques de père et de mère sont indispensables. S'il n'y a pas de mère, il n'y a pas de père. S'il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère dans la fonction symbolique. Et je vais peut-être préciser quelles sont les fonctions symboliques. Ça va paraître peut-être un peu réactionnaire, mais pourtant c'est quelque chose qui me paraît indispensable. C'est que la fonction symbolique de mère, c'est de nommer un père, parce qu'elle est la seule capable de pouvoir nommer un père symbolique. C'est elle qui a l'impact sur l'enfant pour dire qui est son père. Et la fonction de père, c'est de dire la loi, parce que la maman, étant perçue toute puissante, n'a pas l'efficacité pour dire la loi. Je résume en disant toujours le même exemple. Si je vois quelqu'un dans une salle qui est en train de fumer, quel impact je vais avoir sur lui, quelle autorité je vais avoir sur lui, si moi-même je suis en train de fumer, si je veux lui interdire de fumer en étant moi-même en train de fumer. Et c'est la même chose pour un enfant. La maman lui interdit quelque chose, mais lui voit sa maman comme une personne qui n'a pas de limites, qui est toute puissante, qui peut faire ce qu'elle veut. Donc, pour lui, les limites, non, ça n'existe pas. Il va obéir à sa maman, peut-être, mais parce qu'il a peur de la perdre, simplement, mais pas par rapport à la règle qui est posée. Entendu. Et finalement, Jean Gabart, est-ce que votre ouvrage, plus qu'une critique du néo-féminisme, est-ce que ce ne serait pas juste une critique de l'époque actuelle, de celle dans laquelle on vit, qui est touchée de toutes parts par cette féminisation? Mais bien sûr, c'est une critique de l'époque actuelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est en pleine crise d'adolescence. Je me demande qui peut aimer une crise d'adolescence. En même temps, c'est une période qui est passionnante, parce qu'il faut passer par la crise d'adolescence. Un garçon ou une fille qui ne passe pas par la crise d'adolescence, il faut même s'en inquiéter un peu. C'est suspect, quoi. Oui, donc, il faut passer par la crise d'adolescence, mais il ne faut pas y rester dedans. Il faut changer. Et pour devenir adulte, il faut revoir ce que l'on a fait, ce qu'on a appris dans l'enfance, et l'adapter à la vie d'adulte. Bien sûr, on ne peut pas prendre les règles telles qu'elles étaient posées pour un enfant, on ne peut pas les prendre telles quelles maintenant. Par contre, il faut voir pourquoi ces règles étaient posées, quelles étaient les raisons de ces règles, et à partir de ces raisons, trouver des règles qui correspondent à notre époque, c'est-à-dire une époque où on est en démocratie, où on est dans le respect de l'autre, dans le respect de l'égalité, de la dignité, en droit, quoi.
Pas vivement la crise de la quarantaine pour l'humanité, alors. Merci beaucoup, Jean Gabart, pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le néo-féminisme contre la famille. C'est aux éditions Paris Max Chalet, disponible sur la boutique officielle de TVL. Si vous avez aimé cet entretien, nous sommes sur YouTube. Alors, je vous le rappelle, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, de nous laisser un commentaire et puis vérifiez si vous êtes toujours abonné à notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite sur TVL.